on l'évoquait tout à l'heure, c'est peut-être la première fois dans les rencontres nationales d'EPOS qu'on aborde la question agricole autrement que par des ateliers techniques qui dédiés à la méthanisation ou bien à la mobilisation de la biomasse. Donc dans les quelques instants qui nous restent, peut-être serait-il intéressant d'évoquer la question agricole en termes de perspective maintenant. À savoir comment vous, président d'une chambre d'agriculture, vous voyez la part de l'agriculture dans l'évolution peut-être des territoires et bien entendu dans ce contexte de tension, quelque part de double tension sur climat et énergie. Mais comment vous voyez les choses en matière effectivement de perspective. La question subsidiaire, si vous voulez, c'est à fréquenter un certain nombre de colloques, à regarder de près ce qui se fait dans de plus en plus de collectivités, ou de territoires, pardon. Je vois qu'on a tendance à demander à l'agriculture de plus en plus de choses. Est-ce que ce n'est pas trop demander à des producteurs dont on comprend aujourd'hui qu'ils ont quelques difficultés? Et peut-être est-ce qu'on pourrait imaginer une convergence entre ces deux sujets? Monsieur Renaudot, Madame Charrue. Vaste question. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup. Merci. Alors, l'agriculture a la particularité en Deux-Sèvres, mais comme dans tous les territoires français, d'être diverses dans ses modes de production, dans ses façons de travailler, dans ses producteurs. Et je crois que l'agriculture française a eu cette chance, si je remonte seulement à 70 ans, de pouvoir répondre aux défis d'après-guerre. C'était ça la demande à l'époque, c'était nourrir la France. Je rappellerai quand même que pendant la guerre, il y a eu les tickets de rationnement, mais que les tickets de rationnement ont duré plusieurs années après. J'en ai encore à la maison, mes parents en avaient gardé, et c'est vrai que quand on voit ça, quand j'étais gamin, que je voyais ça, j'avais du mal à le croire, mais effectivement, l'agriculture française a eu cette chance, a répondu aux attentes d'après-guerre de nourrir la France. Jusque dans les années 70, où là, effectivement, il y a eu, grâce aussi à l'Europe, parce que si l'agriculture française, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une politique agricole. Il y avait 6 pays au départ, on est monté à 9, à 12, à 15. Aujourd'hui, on est à 27 ou 28, j'ai un doute, mais l'élargissement de l'Europe s'est fait depuis quelques années, plus pour, j'allais dire, aller acheter la paix que pour construire une politique européenne. Alors, il y a eu la politique monétaire, donc, qui a été aussi un bien pour notre pays. Alors sur le sujet, l'agriculture répondra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans sa diversité, et répondra d'autant plus facilement aux nouvelles demandes qu'elle est en possibilité, en capacité d'investir, de se développer. Des agriculteurs qui sont fiers de leur métier, ça c'est la majorité, voire la totalité, mais qui sont aussi qui peuvent dégager un revenu sur leur exploitation. Donc, juste une aparté par rapport à la crise que passe le monde agricole aujourd'hui. Effectivement, la politique agricole a enlevé un certain nombre d'outils de régulation que l'on avait. On est en lien direct avec le marché mondial en fonction des productions depuis 20-25 ans, pour d'autres un peu moins, et en production animale depuis un peu moins de temps, et notamment en lait, ou avec la suppression des quotas. Donc on a un certain nombre d'outils de régulation qui ont été enlevés, et aujourd'hui, ces à-coups, j'allais dire, ces variations de prix sont trop difficiles à supporter pour le monde agricole. Parce qu'un agriculteur, c'est un investisseur sur le long terme, c'est des capitaux très lourds, qu'on amortit sur une durée importante. Et c'est vrai que l'avantage qu'avait la politique agricole à ses débuts, c'était d'une stabilité des prix et permettre d'avoir une vision plus importante. Alors, il y aura aussi, alors j'entends aussi par moment le débat concurrence entre alimentaire, non alimentaire. Vous m'aviez posé la question quand on s'est entretenu hier. Avant-guerre, l'agriculture produisait 30% de la production agricole était faite pour le transport. Ben oui, c'était la traction animale et il fallait bien nourrir les chevaux, les bœufs qui tiraient les engins,
le matériel agricole, entre autres, mais aussi les moyens de transport. Depuis, il y a eu aussi la filature. On a eu un certain nombre d'industries textiles en France, et il y avait une partie qui était aussi produite en France. On a vu le déclin du textile, on a vu un certain nombre d'autres évolutions. L'agriculture a la possibilité, par la recherche, aussi parce qu'on a un certain nombre, les choses évoluent dans nos pratiques, a la possibilité de continuer à produire pour l'alimentation de notre pays, de d'autres pays aussi, parce qu'il y a d'autres pays à notre porte, et je pense notamment à l'Afrique du Nord, qui a une population qui est en croissance exponentielle, qui a une agriculture qui se développe aussi, mais pas à la même vitesse, parce qu'il y a d'autres contraintes climatiques et techniques dans ces pays. Et donc on a vocation à produire au niveau local, national, ce que je disais tout à l'heure, et aussi à la porte de chez nous, notamment dans ces pays-là. Alors si je reviens un peu plus sur les territoires, c'est vrai que peut-être que l'agriculture aussi, dans son développement, s'est détachée un peu de la commercialisation. Et le lien avec le territoire, le lien avec le consommateur a peut-être été un peu plus distant. Aujourd'hui, on revoit des gens qui, dans nos métiers, se mettent à faire effectivement ce qu'on appelle de la vente directe. On en a sur le département des Deux-Sèvres, on en a à peu près sur 5000 exploitations, on en a 500 qui font de la vente directe. Alors, petite activité dans leur exploitation, voire une totalité. La totalité, j'allais dire, ça représente moins de 100 agriculteurs, principalement des maraîchers. C'est vrai que c'est eux qui sont plus en lien avec les consommateurs. Et je crois que dans ce mouvement où le consommateur a besoin de connaître l'origine de ses produits, a besoin aussi de connaître le producteur, de voir et d'utiliser et de consommer local, on l'accompagne aussi par différents réseaux. Je pense au réseau Bienvenue à la ferme, je pense aussi au marché de producteurs de pays, qui est une marque des chambres d'agriculture que l'on organise sur le département. On en a 12 marchés sur le département. Et pour la petite histoire, on fait, dans ces marchés de producteurs de pays, on fait entre 150 et cette année, il y en a eu un 1200 repas un soir. Donc, vous voyez aussi l'attrait des gens par rapport à ça. Donc, on a une diversité, et cette diversité, on l'accompagne au quotidien, parce que nos ressortissants agriculteurs peuvent avoir des envies de se développer dans ces marchés-là. Alors, ce sont des niches, mais j'ai l'habitude de dire qu'une niche, elle peut être petite, mais elle peut être très grande. Donc, à nous aussi d'adapter l'offre à la demande, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait de production trop importante et puis après qu'on ait des conséquences sur les prix. Très bien, on verra si on a le temps de revenir effectivement sur un certain nombre de sujets là-dessus. Madame Charru, même question finalement. Comment est-ce que vous voyez la participation du secteur agricole à l'évolution des territoires sous cette double contrainte climat-énergie? Mais vous répondez ce que vous voulez. Alors, je vais changer de casquette pour répondre, puisque je suis aussi directrice de Solagro. Et à Solagro, on a beaucoup travaillé sur ces questions de place et de devenir de l'agriculture, en particulier à travers la construction d'un scénario qui s'appelle After 2050. Je ne vais pas avoir le temps de vous le présenter parce qu'il faut une bonne heure et demie, mais il est en libre téléchargement sur notre site. Alors, c'est quoi ce scénario? La question initiale, c'était est-ce qu'on peut à la fois produire ce qu'il faut pour nous nourrir et quelques voisins, effectivement, qui ne vont pas pouvoir se nourrir tout seuls, pour produire des matériaux, pour produire de l'énergie, tout en respectant notre environnement et nos ressources pour produire, la terre, l'eau, l'air, et sur des surfaces qui sont données et qui réduisent chaque année, puisqu'on perd chaque année 60 000 hectares de terres agricoles. Donc, pour répondre à cette question, on a construit, je crois, le premier outil chiffré
en la matière, hein, dans lequel on peut faire rentrer l'ensemble de nos besoins d'alimentation, d'énergie. Alors pour l'énergie, il est couplé avec le scénario négawatt, hein, pour les besoins en biomasse du scénario négawatt, et puis nos capacités de production. Alors le premier exercice a été fait à l'échelle de la France, et pour faire vite, donc est-ce qu'on peut faire tout ça en respectant notre environnement? La réponse est oui. La réponse est oui, on peut le faire, mais on peut le faire en produisant, j'allais dire, vraiment autrement, hein, mais avec des pratiques qui sont aujourd'hui connues et mises en œuvre par un certain nombre de pionniers de l'agroécologie. Oui, en consommant autrement, hein, notre assiette va devoir évoluer avec d'abord un peu moins de gaspillage, un peu moins de surconsommation et puis un peu moins de produits carnés. Et tout le monde s'accorde pour dire que ce sera bien meilleur pour notre santé. Et on peut aussi, et les résultats sont là, puisque en moyennant un certain nombre de ces hypothèses qui sont chiffrées, décrites, on peut réduire fortement les impacts environnementaux et diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Alors on a fait l'exercice au niveau national. Bon, la ferme France, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc depuis 2 ans, on travaille avec 4 régions pour voir concrètement comment, dans ces régions, qu'est-ce que ça veut dire produire autrement. Par exemple, en Île-de-France, mettre des rotations plus longues, ça fait de nouvelles productions qu'il va falloir valoriser. Ça fait moins de céréales produites sur le territoire même. Ça implique effectivement des changements, ça implique un certain nombre de choses, et c'est un exercice très très intéressant. Alors je fais une petite minute de publicité, il sera restitué les 15 et 16 octobre prochains à Nanterre, et on invite tous ceux que ça intéresse à participer. Et pour faire rapide, quel enseignement par rapport au territoire TEPOS? Le premier enseignement, c'est que la sphère agricole et alimentaire est une composante, donc on va dire de la fourche à la fourchette, hein, est une composante importante de nos consommations d'énergie, de nos émissions de gaz à effet de serre, et puis a un potentiel important aussi dans les capacités de production, hein. La plupart des installations d'énergie renouvelable vont s'installer sur les territoires agricoles, enfin en tout cas dans les territoires ruraux. Donc oui, il faut absolument prendre en compte, on ne fera pas la transition énergétique sur les territoires ruraux sans les agriculteurs. Et c'est vraiment l'enseignement. Alors le premier enseignement, le deuxième, c'est que ce qui est intéressant, c'est que voir que l'évolution de l'agriculture, c'est pas qu'une question agricole, et vous l'avez souligné, hein, la responsabilité des consommateurs et nos modes de consommation vont influer sur les modes de production et réciproquement, hein. Mais il faut absolument travailler ensemble, et c'est vraiment un des enjeux de demain. Une remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé de la mobilisation des habitants. On s'aperçoit que sur cette question de l'alimentation, les habitants se mobilisent assez facilement et assez vite, parce qu'on mange tous, on est tous concernés par notre santé, on connaît beaucoup mieux sa note de course hebdomadaire pour l'alimentation que sa facture d'énergie. Donc c'est une entrée facile finalement sur ces questions de transition, et je crois vraiment qu'il va falloir s'emparer de cette question qui offre, je crois, de nouvelles perspectives pour la sphère agricole, hein, des perspectives de diversification, des perspectives de renforcement des liens avec les consommateurs, des perspectives de réflexion sur de nouvelles solidarités ville-campagne. Et peut-être que d'ici quelques temps, on ne parlera plus de TEPOS, mais de TEAPOS, de territoire à énergie et à alimentation et agriculture positive. Peut-être une dernière question sur le scénario after, mais c'est surtout le temps pour nos interlocuteurs de préparer leur mot de la fin. Qui est très très court, très succinct, vraiment le mot de la fin. Et bien sûr, Madame Charru, vous y aurez droit aussi. Mais vous évoquiez tout à l'heure le scénario négawatt.
il y a eu une évaluation économique du scénario Négawatt qui a été faite pour voir quelles étaient les perspectives en termes de création d'emplois, en création finalement de valeur ajoutée. Est-ce que vous avez procédé à une telle évaluation économique à l'appui du scénario After pour voir si effectivement l'agriculture dont vous préconisez l'évolution permettra d'être plus rémunératrice pour les producteurs et peut-être créatrice de valeur ajoutée et d'emplois? Alors, il n'y a pas à proprement parler d'évaluation économique parce que les cours du blé à 2050 et l'évaluation de ce que seront les coûts de production à cette échéance-là, on n'a trouvé personne pour le faire. Par contre, il y a tout de même une approche socio-économique qui est en cours, qui est faite par le CIRED et qui a été faite dans le cadre des travaux de régionalisation, puisqu'on s'est appuyé sur justement quelles étaient l'évolution des pratiques. Est-ce que c'est des pratiques qui vont générer plus d'emplois dans les campagnes ou moins? Les résultats d'abord sont pas définitifs, mais sont a priori, en tout cas, on génère pas moins d'emplois, plutôt plus, mais c'est pas quelque chose de très significatif. Il y a plus d'emplois avec le développement de l'agriculture biologique, par exemple, globalement, mais peut-être un peu moins du fait des hypothèses de réduction de l'élevage, et l'élevage est un gros employeur agricole. Donc il faut regarder les choses d'un peu plus près, mais il n'y a pas de résultats qui soient flagrants à ce jour sur ces questions-là. Très bien. Le CIRED étant un centre de recherche du CNRS spécialisé sur ces questions d'évaluation économique de l'environnement. Oui, allez-y, bien sûr, bien entendu, M. Renaudot. Oui, une remarque par rapport à l'emploi, effectivement, parce que quand même, si on a une baisse du nombre d'emplois, un agriculteur génère 5 à 7 emplois en amont et en aval. Sur notre département, on le sait bien, on a, alors effectivement, si on parle circuit court, on peut mettre en face circuit long, j'aime pas cet antagonisme, mais le circuit long, en fait, effectivement, sur le département, on a un certain nombre d'abattoirs, on a un certain nombre d'outils de transformation, de laiterie aussi, et qu'il faut aussi maintenir, parce que pour nos territoires, pour la valeur ajoutée de notre département, pour l'emploi de notre département, on a besoin aussi de tout ça. Très bien, donc on retiendra un emploi agricole, vous dites 7 emplois. Bien. Le mot de la fin, les uns les autres, par qui on commence? Joker, d'accord, on entendu. un petit Très bien. mot de clôture. Bon, très bien. Monsieur Ravaillot, Monsieur Baudier, Monsieur Renaudot, Madame Charrue. Pour moi, ce ne sera pas une conclusion. Je vais revenir sur 2-3 questions pour apporter des précisions. D'une part, sur le lien, et pour une chose très pratique sur les aspects agriculture, territoire, je partage les points de vue là, qui ont été présentés, et revenir au territoire que vous êtes. Il y a, je dirais, pour véritablement engager un dialogue entre élus et agriculteurs et se donner un paysage, je dirais, par rapport au devenir agricole du territoire. Il y a un outil qui d'ailleurs, il a été cité par vous, Présidence, tout à l'heure, c'est Climagri. Et je pense que tous les territoires que vous représentez ont tout intérêt pour engager à la fois un bilan, savoir de où on part, ce qu'on est dans le milieu agricole. Deuxièmement, engager un débat entre élus, entre population et agriculture et un plan d'action. Ce programme-là, enfin cet outil, ce Climagri, est véritablement, aujourd'hui, il est développé dans 58 territoires en France et il donne de résultats tout à fait intéressants, justement dans le cadre de certains TEPOS, comme ici à Thouars, mais aussi de d'autres territoires qui n'ont pas le label nécessairement TEPOS, mais qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Donc véritablement, il y a, je dirais, je vous y invite, matière à engager un vrai travail de fond avec le milieu agricole dans ce cadre-là.